Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Entretien du jour avec Monsieur Patrick Gabriel Dior. Monsieur Dior, bonjour. Bonjour. Patrick Gabriel Dior, vous êtes le président de la Fédération PCT France. Ici au sein de Diaspora, vous avez constaté il y a quelques jours de nouvelles violences qui ont été constatées du côté de l'ambassade. Le portail principal de la chancellerie a été incendié. Il n'y a pas eu, je dirais, de dégâts humains, mais enfin, on constate quand même aussi que cela devient récurrent. Outre le fait de s'indigner et de condamner, comment allons-nous, ou allez-vous en fait vous en sortir par rapport à ces violences qui deviennent répétitives et récurrentes? Nous allons répondre à cette question en rappelant quand même que, en condamnant avec la plus ferme énergie, la grande détermination, que les actes qui ont été commis par la communauté congolaise, qui ont été commis par les combattants, qui ont été commis par ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement, eh bien, sont condamnables. Nous le condamnons, parce qu'il n'est pas normal. C'est pas une bonne éducation, ça. Il n'est pas normal que lorsque vous n'êtes pas d'accord vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement, que vous puissiez manifester votre mécontentement en allant détruire le patrimoine national. Je rappelle en passant que si vous vous considérez comme républicain, vous vous considérez comme démocrate, vous êtes partisan à gagner les élections demain, à conduire le pays, à diriger le pays, ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Donc moi je me dis que il y a beaucoup de canaux, beaucoup de moyens pour pouvoir exprimer son mécontentement. L'ambassade du Congo est une propriété de l'État congolais. Donc c'est un patrimoine national qui nous appartient à nous tous. Donc c'est pas normal qu'une communauté, c'est pas normal que des individus puissent considérer, je ne sais pas, peut-être qu'ils considèrent que l'ambassade du Congo appartient à son excellence Rodolphe Adada, et comme il n'est pas d'accord avec la politique menée par le gouvernement congolais, ils vont aller détruire là. Mais c'est pas comme ça, parce que j'ai compris qu'ils ont des revendications. Oui. Parmi ces revendications, ils disent que voilà, tant que son excellence, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, tant que le gouvernement congolais ne va pas arrêter les bombardements dans la région du Poul, le département du Poul, tant qu'on ne va pas libérer les prisonniers, Jean-Marie Michel Moukoko, Makaya, Okomi Salissa, etc., et ils ont même proféré d'ailleurs des menaces de mort à l'endroit de son excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en France, son excellence M. Rodolphe Adada. Mais c'est terrible qu'en plus on arrive à des conclusions de ce genre-là, à faire des revendications de ce genre-là. Avant, ils attaquaient l'ambassade sur des revendications qui étaient fallacieuses, puisque nous avons compris que c'est un groupe d'individus que nous connaissons, ce groupe d'individus qui ont fait des attaques barbares de l'ambassade comme un véritable fonds de commerce. Et maintenant, ce n'est plus un fonds de commerce. Maintenant, ils ont des revendications politiques. Mais c'est deux choses tout à fait différentes. Un homme politique, s'il a des revendications à faire, il le fait dans des canaux précis. Il le fait par voie normale, puisqu'il y a l'opposition au Congo. Au Parlement congolais, il y a l'opposition. Ils peuvent s'exprimer normalement. D'ailleurs, il y a cela 1 mois et demi, il y a l'opposition congolaise qui a fait une marche pacifique à Brazzaville, où ils ont exprimé leur... c'est une marche qui a été condamnée aussi par le gouvernement, puisque M. Mongala est intervenu pour dire que bon, il n'y avait pas d'autorisation. Tout à fait normal. Nous sommes une république organisée, monsieur Cyr. Nous sommes une république. On ne l'accorde pas à Patrick Gabriel Dior. Mais si on voit que les conditions d'assurer la sécurité de tous ces gens-là, parce que c'est des Congolais, hein, c'est des citoyens qui vont marcher dans les rues, il faut bien que la force de l'ordre, il faut bien que la police, la gendarmerie, les organes qui assurent la sécurité puissent être en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens. Si on estime que les mesures de sécurité ne sont pas garanties, on ne peut pas autoriser. Est-ce que vous pouvez faire cette marche? On ne les garantit pas par rapport à des personnalités concrètement. On demande à ce qu'il y ait une autorisation. Je pense que quand la majorité veut manifester, qu'elle soit organisée, cela ne pose pas trop de problème. Mais même ici en France, vous savez très bien que quand on veut organiser une manifestation, on doit avoir l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Parfois on la donne, parfois on la donne pas. Vous
le savez très bien. Donc, cela ne vous a pas échappé qu'au Congo aussi, dans la conjoncture qui est la nôtre, avec les échéances qui arrivent, il est tout à fait normal que certaines manifestations puissent être autorisées, d'autres pas autorisées, pour des raisons de sécurité. Restons encore toujours sur l'ambassade, sur cette violence au niveau de l'ambassade. Il y en a déjà eu, en fait, ces violences. Hein. Les condamnations étaient de la part du gouvernement. Vous avez parlé des revendications tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que ces revendications sont prises au sérieux par le gouvernement, puisqu'on n'a pas vu un communiqué officiel tel qu'il a s'est passé il y a quelques temps, condamnant ce qui s'est passé la nuit du 25 au 26 juin dernier? Je pense que si par le passé, le gouvernement n'a pas été relativement sensible à ces condamnations, là, avec les promesses qui ont été faites pour pouvoir pure et simplement porter atteinte à la vie de son Excellence l'ambassadeur Rodolphe Adada, le gouvernement a tout à fait intérêt, particulièrement le ministère des Affaires étrangères, a tout à fait intérêt à prendre en compte ces revendications. D'une part. D'autre part, moi je pense que le Parti Congolais du Travail, la Fédération notamment, sera force de proposition là-dessus. Nous allons proposer un certain nombre de pistes de solutions à l'ambassade du Congo. Premièrement, nous allons proposer à ce que l'ambassade du Congo, via son gouvernement, via le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, puisse appliquer le concept qu'on appelle le principe de la réciprocité, comme le font les Camerounais. C'est-à-dire qu'à Brazzaville, nous avons une ambassade. L'ambassade de France existe à Brazzaville. L'ambassade de France existe à Brazzaville. Eh bien, la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre au Congo assurent la sécurité de l'ambassade du Congo, l'ambassade de France au Congo. Et bien, par le principe de la réciprocité, nous pouvons aussi, nous, gouvernement congolais, nous, ministère des Affaires étrangères, demander à la police française de pouvoir assurer la sécurité de nos locaux de l'ambassade du Congo. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, à l'ambassade de France au Brazzaville, il y a des gendarmes français à l'intérieur. Vous avez des compagnies privées de sécurité. On n'a jamais vu des patrouilles. La deuxième piste, c'est celle-là. La deuxième piste, nous allons proposer effectivement à l'ambassade du Congo de pouvoir embaucher, de pouvoir recruter. Si on ne peut pas le faire ici sur le plan national, c'est-à-dire prendre contact avec une agence de sécurité qui va assurer 24 heures sur 24 heures la sécurité des locaux de l'ambassade, on peut recruter au niveau du Congo et les ramener ici des agents de sécurité qui vont, des maîtres chiens, des agents de sécurité spécialisés dans la sécurité dans des bâtiments pour pouvoir assurer la sécurité de notre local. Par ailleurs, la vie de son Excellence Rodolphe Adada étant en danger par rapport aux promesses qui ont été faites, non seulement, si un conseil à donner, c'est non seulement de porter plainte, mais également... Donc vous conseillez à l'ambassadeur de porter plainte. Je me dis quand même qu'on ne peut pas laisser une promesse comme ça... une revendication politique. Hein, c'est vrai, mais on ne peut pas non plus, à côté des revendications politiques, on veut porter atteinte à la vie du premier des nôtres. Le premier Congolais, c'est bien sûr l'ambassadeur. On ne peut pas accepter que l'ambassadeur reste comme ça, les bras croisés, pour ne pas faire quelque chose. Non, il va le faire. Est-ce que vous pensez qu'il le fera? Bon, je ne sais pas. On va le proposer. Je ne sais pas, on va le proposer. Par ailleurs, on lui proposera également de pouvoir que le gouvernement puisse mettre à sa disposition de pouvoir embaucher un ou deux gardes du corps pour assurer sa sécurité, parce que sa vie, telle qu'on a compris de par les combattants, par ceux qui ont posé ces actes barbares, ils promettent de le tuer en plein Paris, si jamais le gouvernement congolais n'arrêtait pas les bombardements au niveau du pool, ne faisait pas sortir les prisonniers que je viens de citer là, notamment Jean-Marie. Mais est-ce qu'à Brazzaville, on prend ça au sérieux, en fait? Parce qu'on a vu personne monter au créneau. M. Mongala, qui est habitué à intervenir souvent sur ces sujets-là, n'a rien dit. Au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu non plus de déclaration. Donc on a l'impression que bon, c'est des choses qui ont été dites sans pour autant, peut-être vous qui prenez ça au sérieux, mais du coup, sur Brazzaville, à la limite, on regarde faire. Toutes les réponses ne doivent pas toujours être médiatisées. Très bien, on ne peut pas tout médiatiser, mais on va quand même médiatiser avec vous, en fait, cette situation concernant maintenant l'actualité politique. On l'a déjà évoqué par rapport aux législatives. Alors, Patrick Abel-Dion, le PCT quasiment a le plus gros morceau, hein, puisque présente plus de 120 candidats, en espérant rafler la majorité. Est-ce que si les jeux ne sont pas déjà faits, en fait, finalement, on est juste là dans une sorte de mascarade? Est-ce que tout n'est pas déjà fait? Le PCT va rafler la mise. Mais non, je ne vous laisserai pas dire ça. Ah, ben, écoutez. Je ne vous laisserai pas dire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer que le PCT est, au jour d'aujourd'hui, le plus vieux parti de France, du Congo plutôt, et ensuite le parti qui a une grande implantation géographique, territoriale. D'une part. D'autre part, le PCT, au jour d'aujourd'hui, est celui
qui a la majorité au niveau du Parlement, des deux chambres, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Troisièmement, le PCT est toujours un parti de pouvoir, qui va toujours à la conquête du pouvoir. Nous avons le pouvoir aujourd'hui, nous comptons le garder. Il est tout à fait normal que sur 151 sièges, nous puissions en proposer au moins 120. Oui. Donc c'est tout à fait normal, ça rentre dans la logique qui est la nôtre de pouvoir conquérir et garder le pouvoir. Alors ça signifie que les autres devront vous accompagner, puisque des partis de l'opposition, un peu comme l'UPADS, n'en présentent que 43, alors que la majorité exigerait au moins 67. Donc ça signifie que le PCT a quasiment les mains libres pour gagner cette législature et continuer à s'imposer. Non, on ne peut pas dire que les jeux sont déjà faits, on ne peut pas non plus dire que le PCT a déjà gagné, non, pas du tout. Il n'y a aucun combat qui est gagné d'avance. Enfin, mais là on voit quand même que tel qu'on voit, le MCDDI n'a pas autant de candidats que le PCT. Le PCT aujourd'hui est le seul parti au Congo qui présente au moins 76 candidats, si vous voulez bien, pour ne pas aller jusqu'aux 120 qui existent aujourd'hui, puisque c'est 76 qui constituent la majorité absolue. Donc ça signifie quand même, quelque part, on ne pense pas qu'il y ait des alliances, c'est des indépendants. Du point de vue de la loi électorale au Congo, je ne me rappelle pas qu'il y ait un dispositif juridique qui puisse empêcher les partis politiques et de la majorité présidentielle et de l'opposition pour pouvoir ne pas présenter autant de candidats oui. Qu'il y a de places. Il y a 151 sièges au niveau du Parlement à prendre. Donc chaque parti est libre, la loi le lui autorise de présenter 151 candidats. Mais non, est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour des raisons stratégiques que les uns et les autres ne présentent pas autant de candidats comme celui que vous dites tout à l'heure, les 40, qui ne présentent que 43 candidats? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Parce qu'il faut savoir quand même qu'un candidat coûte, au bas mot, rien que pour le dépôt de la candidature, 1,5 million. Bon, maintenant, il faut encore financer, il faut encore un budget pour l'élection d'un candidat. Alors, si vous avez plusieurs candidats, ça veut dire beaucoup d'argent, une grosse enveloppe. Au jour d'aujourd'hui, pas la crise. Non, on ne peut pas dire ça. Ah bah, puisque vous présentez 120 candidats, ça fait près de 150 000. L'avantage, cher ami, Sire, l'avantage du PCT, c'est que nous avons l'histoire pour nous. Nous avons l'histoire pour nous. Non, mais non, pas du tout. Nous avons l'histoire pour nous. Oui. Nous avons un grand nombre de militants qui ont quand même des positions assez intéressantes, puisque c'est des anciens députés, c'est beaucoup de ministres. Donc nous avons quand même une trésorerie qui peut nous permettre de pouvoir soutenir 120 candidats à l'élection présidentielle. Personne ne cotise au PCT, on se demande bien d'où vient cette trésorerie. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que personne ne cotise au PCT? Mais non, voilà, soyons sérieux. Il n'y a aucune structure politique qui peut fonctionner sans cotisation. Ouais. Les cotisations existent, c'est ce qui nous permet justement de vivre, de faire fonctionner le parti, et c'est ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui par rapport à la position des membres du parti qui sont les nôtres, soit en tant que ministre, soit en tant que membre du bureau politique, du comité central, soit ensemble. Voilà, ce sont ces différents membres-là qui nous permettent d'avoir une assise financière qui peut nous permettre de pouvoir financer nos 120 candidats. Par ailleurs, n'oubliez pas que le gouvernement congolais a quand même voté un budget qu'il a mis à la disposition de tous les partis politiques qui vont donc avoir des candidats au niveau de ces élections qui arrivent. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi qui interdit de pouvoir présenter autant de candidats, mais il y a peut-être aussi des alliances nocturnes qui fassent en sorte que les autres partis ne veulent pas encombrer le chemin du PCT. Donc, à ce moment-là, il faut s'écarter et puis laisser le PCT avancer. Nocturne, je ne sais pas, mais il y a toujours des alliances. Dans toutes les démocraties du monde, il y a toujours des alliances qui se font entre les différents partis, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. En France, ici, vous avez la majorité présidentielle, la République En Marche, qui a fait des alliances avec le Modem et avec d'autres. Donc ça n'empêche pas qu'au Congo, le Parti congolais du travail, avec ses amis de la majorité présidentielle, puisse faire aussi des alliances. Ça c'est tout à fait normal, mais elles ne sont pas nocturnes, elles sont officielles. Voilà, des alliances officielles. On va maintenant parler en fait de vous, votre fédération, Patrick Appiah-Lédion. Vous avez présenté 9 candidats pour la législature, en fait, déjà pour être candidat aux primaires du PCT. Finalement, enfin, c'était même pas les primaires, c'était déjà une commission qui les choisissait. Finalement, ils ont tous échoué. Est-ce que pour vous, c'est un échec? Bon, écoutez, nous n'allons pas parler en termes d'échec ou en termes d'échec. C'est un échec personnel, puisque c'est vous qui l'avez porté ces candidatures, c'est vous qui les avez assumées, vous les avez présentées, et finalement personne n'a été retenu. Je rappelle quand même que c'est pour la première fois en France
que notre fédération puisse participer aux élections législatives. C'est vrai. En tant que fédération, voilà, tout à fait. En tant que fédération, c'est pour la première fois aussi que nous puissions avoir un nombre assez important, notamment 9 candidats qui voulaient briguer donc justement les élections législatives pour être soit députés, soit au niveau des locales, parce que les élections sont législatives et locales. Effectivement, nous regrettons que sur les 9 candidats, qu'il n'y ait que finalement 2 qui ont été retenus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons une commission nationale d'investiture qui siège. Et lorsque cette commission siège, elle analyse les différentes candidatures et apparemment il est apparu que les candidats de la diaspora n'étaient pas bien placés par rapport aux candidats que je dirais locaux ou autochtones. Pourquoi? Et au regard de ça, écoutez, les candidats de la diaspora, ils ont le désavantage, ils ne sont pas sur place. Oui. 2, ils viennent relativement rarement au Congo, 1 ou 2 fois par année. 3e, ils n'ont pas des actions qu'ils ont déjà menées auparavant pour être connus. Donc c'est à peu près des candidats relativement inconnus. Les candidats locaux, ils ont la chance, d'habiter le territoire national, ils ont déjà posé des actes, des actions qui ont fait qu'ils soient connus. Ils ont donc un certain actif dans leur bilan qui font qu'ils soient bien positionnés par rapport à la position. Ce que nous conseillerons pour les prochaines élections à venir, 2021 je pense, eh bien nous conseillerons à ce que les membres de la diaspora, les membres du Parti congolais de la Fédération France, puissent, avant de déposer leur candidature, mener déjà des actions sur le terrain, des actions à caractère humanitaire, culturel, sportive, économique, etc., pour se faire un nom. Aller relativement souvent au Congo, lorsqu'ils sont connus dans leur juridiction, dans leur circonscription, eh bien, à ce moment-là, lorsqu'ils vont déposer leur candidature, la Commission nationale d'investiture du Parti congolais du travail sera sensible à leur candidature et verra qu'ils sont bien positionnés par rapport aux candidats locaux. Je réitère ma question. Est-ce que pour vous, c'est un échec personnel sur les 9 candidats, qu'il n'y a aucun qui a été reconnu avec les couleurs du PCT en se présentant? Ce n'est pas un échec personnel, mais je regrette que par rapport aux 9 candidats, que 2 seulement aient été reconnus. Donnez-nous lesquels. Eh bien, nous avons quand même la chance au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau du PCT, qu'il y ait quand même quelques candidats qui montrent qu'effectivement, comme l'avait dit son Excellence le président Denis Sassou Nguesso dernièrement, il y a un véritable engouement des jeunes qui veulent rentrer dans la vie politique active. Nous avons donc le camarade Daniel Maïssa, membre de la Fédération de France, qui est installé à Pointe-Noire, qui va briguer un mandat à Pointe-Noire. Nous avons notre camarade Arnaud Mafoua, qui est également membre de la Fédération ici au niveau de la diaspora France, donc qui est candidat également, qui a été retenu. Enfin, écoutez, il est candidat indépendant. Je ne sais pas. On a vu ses affiches de campagne, il se présente comme candidat indépendant. Et je vous rappelle que dans sa circonscription de Arnaud Mafoua, il y a un candidat PCT. Mais écoutez, ça relève encore de ce que moi j'appelle des stratégies. Alors tout ce qui est stratégie... Donc ça signifie que les candidats non retenus officiellement ont été mutés en candidats indépendants. Alors je ne peux pas dire ça. Par contre, ce que je peux dire, vous savez, il vous souviendra que l'année dernière, en 2016, son Excellence le Président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, a mené une campagne présidentielle qui n'avait pas il n'avait pas mené sa campagne avec le logo du Parti congolais. Avec les couleurs du PCT. Non? Avec les couleurs du PCT. Oui. Et la raison principale, c'est une stratégie. Eh bien, là aussi, le PCT, c'est la même chose. Nous avons des candidats, plusieurs candidats, qui vont donc sillonner l'ensemble du territoire national. Oui. Il faut bien mettre en place une stratégie électorale pour pouvoir faire gagner les différents candidats. Alors, une stratégie qui peut opposer un candidat PCT indépendant et un autre candidat PCT aux couleurs du parti. Je ne peux pas dire ça comme ça, mais une stratégie est nécessaire toujours pour pouvoir gagner. La finalité, c'est que nous puissions gagner. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème au sein de la Fédération PCT? Parce que quand on voit des candidats qu'on envoie qui ne sont pas retenus, ou qui sont retenus, mais bon, enfin, d'une manière stratégique, et d'autres camarades qui deviennent plus ou moins des frondeurs. Vous avez connu un de vos camarades, très bon camarade, hein, M. Isaac Djumali Senghal, que nous avons reçu ici, qui aujourd'hui n'arrête pas de taper sur le PCT, lui, sur en tant que frondeur, en disant que le parti a trahi des idéaux. C'est son point de vue. C'est un point de vue qui lui appartient, que je respecte. Le camarade Djumali Senghal. Il est toujours membre du PCT, hein, il le réclame toujours. Bon, il le réclame, mais il pose des actes qui font de lui,
comme vous dites, un frondeur, mais qui font de lui un gars qui n'est pas membre du Parti Congolais du Travail. Il y a pas de sanction. Il nous a toujours dit que, il a toujours déclaré que le Parti Congolais du Travail est un parti libre, il y a du courant, l'expression est libre. C'est vrai. Donc il use en fait de cette expression. Ça aussi c'est vrai. Mais il faut savoir que les actes posés par le camarade Diomaye Senga sont graves. Même pas graves, mais gravissimes. Il n'y a eu aucune commission, il n'a jamais été sanctionné, donc finalement, alors, on n'a pas jugé. Vous avez donc la primauté. Je vous annonce qu'il y a cela 2 semaines, la commission, j'ai saisi personnellement la commission de contrôle et d'évaluation j'ai instruit cette commission afin qu'il puisse l'entendre. Il a déjà, au moment où nous parlons, reçu un courrier officiel qui nous demande à ce qu'il puisse, il sera entendu en temps et lieu par cette commission-là pour que nous puissions statuer sur son cas et des mesures disciplinaires seront prises. Par ailleurs, les actes qu'il a posés sont des actes graves. Je disais tout à l'heure même gravissimes. Pourquoi? Parce que il injurie, il tient des propos injurieux, des propos vexatoires, des propos calomnieux, non seulement vis-à-vis du premier des nôtres, le président du comité central du Parti Congolais du Travail, son excellence, le président Denis Sassou Nguesso, il tient des propos injurieux, des propos calomnieux vis-à-vis du Parti Congolais du Travail, vis-à-vis de son secrétaire général, vis-à-vis des membres du bureau politique du comité central. Bref, je comprends qu'il ne partage plus la même idéologie. Je comprends qu'il ne partage plus, le Parti Congolais du Travail aujourd'hui est assis sur une doctrine qu'on appelle la social-démocratie. Oui, je comprends qu'il ne partage pas cette idéologie de la social-démocratie. Libre à lui. Mais, lorsque en même temps tu t'affiches avec Charles Zakari Boao, ancien membre de l'opposition, ancien membre du PST, qui a démissionné du PST, vous le savez, et rentre en opposition. Oui. Lorsque tu t'affiches que tu défends Jean-Marie Michel Mokoko, qui est un candidat qui était opposé quand même au candidat officiel du Parti Congolais du Travail, tu ne peux plus dire que tu es membre du Parti Congolais du Travail, tu ne peux plus dire que tu es un petit frondeur. C'est vrai. En 2015, il y a eu une réunion au niveau de... Parce que c'était lui qui était le patron de la du PCT, de la commission ad hoc, oui. PCT Europe. Lors d'une réunion, il a pur et simplement dit qu'il ne partage plus les idéaux du PCT. Il ne souhaite pas que le président Denis Sassou Nguesso puisse changer la constitution. Il l'a dit. Bon, il a dit, et à la fin, il a dit que je quitte le Parti Congolais du Travail. C'est signé, consigné, il y a un procès verbal là-dessus. Il est parti et il a posé des actes au vu aussi de tout le monde. Et il s'affiche dans toutes les manifestations contre le PCT. Il s'affiche ici sur la place de Paris. Voilà. En vous écoutant, je me suis dit l'affaire est sérieuse, mais sauf qu'au sein des instances du PCT, c'est pas pris très au sérieux, tel qu'il est aussi gravissime que vous le disiez. Tu expliques qu'il y a un laxisme jusqu'à ce jour des instances national là-bas au Congo, du PCT, qui n'ont jamais interpellé, ne fût-ce que d'une manière officielle, M. Diomaye Senga. Alors, Monsieur Diomaye Senga, comme vous dites, est ici en France. Oui. S'il doit être interpellé, c'est par la fédération que je représente ici. Ok, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons pensé. Voilà, nous avons introduit une procédure. Mais nous avons pensé. C'est un peu tard parce que les faits se passent quand même. Il n'est pas trop tard. Le Parti Congolais du Travail a des statuts. Oui. Le Parti Congolais a un règlement intérieur. Le Parti Congolais a une organisation et un fonctionnement. Nous avons laissé le temps au temps. Nous avons laissé le temps au camarade Diomaye de revenir sur de bons sentiments. Parce que c'est quand même un doyen à nous, hein. C'est un grand frère à nous, c'est un doyen à nous qui a travaillé pour le Parti Congolais plus de 30 ans, s'il vous plaît. Nous avons pensé que c'est peut-être un écart comportemental, un écart de langage, une faute bien sûr grave, gravissime comme je l'ai dit, mais peut-être qu'il pouvait revenir sur de bons sentiments. Laissons-lui un peu de temps. On se rend compte au jour d'aujourd'hui qu'il ne revient pas à de bons sentiments, alors nous disons trop, c'est trop. Nous avons donc amorcé la procédure pour qu'il soit entendu et sanctionné. Est-ce que vous souhaitez son exclusion du PCT? Je pense que les actes qu'il a posés, injurier, calomnier, critiquer ouvertement le président de la République, le secrétaire général Pierre Ngolo, les membres du bureau politique, les membres du comité central, le parti dont il est issu, je pense qu'il n'y a pas plus grave que ça. Donc je suis d'accord à ce que, conformément au statut
conformément au règlement intérieur de notre fédération, qu'il soit suspendu temporairement de ses activités en attendant, oui. Non, l'exclusion conformément au statut du parti, nous ne pouvons pas l'exclure. D'accord. C'est le congrès qui arrive bientôt cette année, si nous le souhaitons, qui va l'exclure définitivement du parti Gourel Aitraman. Nous, notre compétence ne s'arrête qu'à une suspension temporaire jusqu'à nouvel ordre de ses activités. Parti Abidjan, vous avez été installé en quelle année? Le 21 juin 2014. Alors, certains de vos camarades se posent des questions en disant, le camarade Dion, qui aujourd'hui est à la tête de la fédération, est-ce que vous tenez vraiment cette fédération, Parti Abidjan? Alors, la fédération du Parti Congolais du Travail, c'est pas n'importe quelle fédération. Oui. C'est la fédération de la diaspora. C'est la fédération de la France. Avec des têtes, Donc, vous avez parlé de fondeur tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, effectivement, en notre sein, nous acceptons la contradiction. Et cette contradiction, ici en France, s'appelle frondeur. Donc, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui disent que vous n'avez pas à tenir la fédération. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Puisque chacun prend plus ou moins des libertés. On a vu Djomali Senga qui a entraîné d'autres camarades, en fait, en signant des textes. Le Parti Congolais du Travail n'est pas une prison. Il existe la liberté de parole. Les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent. Ok, il est tout à fait normal que certains camarades, notamment le camarade Djomali Senga, puissent dire ce qu'il veut et des dispositions disciplinaires seront prises à son encontre. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2. Je disais qu'il existe au sein du Parti Congolais du Travail on accepte la contradiction en interne jusqu'à ce qu'une fois que nous avons trouvé un consensus, que tout le monde puisse s'aligner derrière ce consensus-là. Ouais. Ce qui n'a pas été fait pour Djomali Senga. Voilà pourquoi nous allons le traduire de façon disciplinaire à la commission de contrôle et d'évaluation. Mais pour revenir à la fédération, il faut dire que la fédération, depuis qu'elle a été mise en place, sa restructuration ne s'est pas terminée et s'est arrêtant que de poisson. Ce qui fait que les 5 instances qui ont été mises en place l'ont été, et la session inaugurale, il n'y a qu'une seule session inaugurale d'un seul organe qui a été organisé, notamment la session inaugurale qui a eu lieu en octobre 2014 du secrétariat permanent. Par contre, les autres instances, c'est-à-dire le comité PCT Île-de-France, il n'y a pas eu de session inaugurale, elle ne peut pas fonctionner. Le comité PCT interrégion, il n'y a pas eu de session inaugurale, il ne peut pas fonctionner. Donc, eux, à leur tour, ne peuvent pas mettre en place les cellules, ne peuvent pas mettre en place les sections, ne peuvent pas mettre en place les comités. Donc, ce n'est pas possible. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la fédération ne fonctionne que grâce à un seul organe que je représente, notamment le secrétariat permanent. D'où cette forme assez atypique de fonctionnement. Mais nous tenons la maison. Nous assurons le fonctionnement et l'organisation de la maison à travers cet organe. Nous répondons présent à toutes les invitations, nous répondons à l'opposition et nous menons la barque. Donc vous nous assurez aujourd'hui que personne ne conteste en fait votre autorité, personne ne conteste votre présidence, tout va bien, M. Dion tient la maison. Je ne dis pas que tout va bien, oui. Mais personne ne conteste mon autorité parce que j'ai été élu démocratiquement. Tout ne va pas bien, pourquoi? Parce que mon souhait à moi serait que le PCT Île-de-France puisse fonctionner. Mais pour fonctionner, il faut qu'il y ait la tenue d'une session inaugurale qui nécessite un financement que je n'ai pas. Mon souhait serait que le comité PCT interrégion puisse fonctionner avec le camarade Arnaud Mafoua. Mais cela ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de session inaugurale. C'est pas lui qui ne veut pas, c'est pas non plus moi qui ne veux. C'est parce que la maison mère, PCT maison mère au Congo, n'a pas suffisamment de moyens financiers pour revenir en France pour pouvoir tenir les sessions inaugurales. Mais tant que les sessions inaugurales n'ont pas été tenues, eh bien, ces organes-là sont relativement inopérationnels. Donc c'est la faute à personne en fait. La PCT France essaie plus ou moins de marcher sur un pied parfois, ou sur les deux quand elle peut, ou parfois même sur la tête, mais bon, c'est la faute à personne. Nous allons dire que cette responsabilité est partagée. Oui. C'est comme ça qu'on va dire, mais vous savez très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous avez l'argent, fonctionnez bien. Si vous n'avez pas l'argent, c'est difficile de fonctionner. Mais nous faisons ce que nous pouvons faire avec les maigres moyens à notre disposition. Alors certains, notamment du secrétariat permanent, vous reprochent de ne pas organiser toutes les réunions nécessaires selon les statuts, de pouvoir réunir les militants, vous vous réunissez entre vous, et les militants sont quasiment abandonnés à eux-mêmes. Alors c'est archi faux. Les réunions du secrétariat permanent que je dirige moi, chaque mois nous tenons nos réunions. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ce mois-ci, je vous rappelle que ce n'est pas le samedi prochain, c'est le samedi en 8, notamment le 15, que nous aurons notre réunion ordinaire mensuelle du secrétariat permanent. Est-ce que tout le monde participe encore aujourd'hui? Oui, tout le monde participe. Nous avons 3 absents.
qui sont pas là. Le camarade Maïssa qui est allé pour la députation. Nous avons Arnaud Mafoua qui n'est pas là. Mais au niveau du secrétariat permanent, nous, le camarade Oku est là présent. Moi-même, Dion, je suis là. Le camarade Kokolo est là. La camarade Renala est là. Et la camarade Kitoka est là aussi. La camarade Léa Mokoko. Nous sommes restés 6 sur les 9. Il y a 3 qui ne sont plus disponibles. Donc, je disais, 1, c'est Maïssa, qui est à Pointe-Noire, donc il n'est plus disponible. C'est la camarade Loumeto, qui est indisponible dans la mesure où il y a une affectation professionnelle dans les Antilles. Et puis, nous avons, là au moment où nous parlons, nous avons également le camarade Alain Poiti, qui est à Pointe-Noire aussi au Congo. Donc, ce qui fait que sur les 9 que nous étions, nous sommes restés 7 qui sont opérationnels. Donc, une fois de plus, le secrétariat tient régulièrement ses réunions. Par contre, il n'y a pas d'assemblée générale avec les militants, tout et tout, parce que pour tenir les assemblées générales, il faut avoir les moyens. Et ces moyens, je vous le dis, les yeux dans les yeux, je n'ai pas ces moyens-là. Oui, finalement, PCT, c'est que les moyens, puisque est-ce que si on vous donne ces moyens-là, vous arriverez à tout faire ce qu'on vous exige Alors vous voyez ce que nous faisons déjà sans moyens. Vous voyez déjà ce que nous faisons déjà sans moyens. Nous répondons à l'opposition, nous tenons la maison, nous assurons la visibilité du Parti congolais du travail, que ce soit sur votre média, que ce soit dans les médias concurrents aux vôtres. Nous sommes présents depuis qu'on nous a mis en place sans moyens. Donc, si on nous donne des moyens, nous ferons plus, sûr et certain. Voilà, vous ferez plus sûr et certain. Aujourd'hui, on demande de faire plus par rapport à la situation du pool. Alors, vous êtes souvent intervenu dans d'autres médias, vous le disiez tout à l'heure, sur le pool. Vous avez entendu Denis Sassou Nguesso, vous êtes intervenu sur Zena TV pour appuyer son interview avec Denise Potier sur TV5. Alors, le pool, en fait, ce n'est plus qu'un petit caillou, puisque Denis Sassou va parler d'un petit caillou, mais c'est vraiment un gros caillou, puisque là, maintenant où nous sommes aujourd'hui, Parti Gabriel Diop, on a du mal à percevoir la sortie. Outre le fait que Ntoumi soit arrêté avec ses complices, outre le fait qu'on estime que les choses se feront normalement, mais on constate quand même aujourd'hui que ça devient très très compliqué pour faire asseoir en fait tout le monde afin d'apporter une vraie solution au pool. Le souhait de tout Congolais, c'est que l'ensemble du territoire national puisse vivre en paix. Le souhait de tout Congolais, c'est que ce drame humanitaire qu'il y a dans la région de Poul puisse prendre fin. Le souhait de tout Congolais, c'est qu'on puisse trouver une solution rapide pour que les populations paisibles, qui sont prises en otage par le pasteur Ntoumi, puissent vivre normalement, que l'économie fonctionne, que la vie reprenne. Parce que la difficulté dans cette histoire, M. Siamakoso, c'est laquelle? C'est que le pasteur Ntoumi n'est pas à son premier... Enfin, mais il est à son deuxième cas. Oui, il est à son deuxième. Il a été il était ministre de Denis Sassou Nguesso, donc on savait très bien qu'il pouvait peut-être récidiver, mais on lui a quand même donné la légitimité nécessaire d'être au gouvernement. Tout à fait. C'est-à-dire que, je l'ai dit, et je me répète encore, que le pasteur Ntoumi, c'est un personnage complexe. C'est un personnage atypique. Tantôt, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur qui a pour vocation de pouvoir sauver des âmes. Mais parfois, hélas, il devient un homme de guerre, il devient un guerrier, un rebelle et terroriste. Mais un homme politique aussi, au moment où il s'assoit à côté de Denis Sassou Nguesso. Mais ne c'est pas un homme politique. Ah ben, mais quand il est... Écoutez, à ma connaissance, le pasteur Ntoumi n'a jamais été un homme politique. Par contre, lorsqu'on a trouvé une solution, en 2003, parce qu'il a commencé ses actes de terrorisme en 1999, 98-99. Il est resté dans la forêt pendant pratiquement 4-5 ans. En 2003, lorsqu'on a trouvé une solution, lorsque son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, a pensé qu'il était mieux qu'on puisse l'intégrer, lui, et l'ensemble de ses agents, lui, on l'a mis quand même conseiller auprès du chef de l'État, un rang de ministre avec un très bon salaire. Ces agents qui étaient derrière lui, toute son armée, là, toutes ces milices-là, ont été intégrés dans le force de l'ordre. Une bonne partie. Voilà. Moi, je dis ceci, monsieur Cyr, ça c'est ma lecture. Je pense que les gens qui ont été intégrés dans l'armée, là, les milices, là, ils n'ont pas reçu une formation militaire. Ils savent manier les armes, mais ce n'est pas suffisant pour être dans l'armée. Ils n'ont pas reçu de formation militaire. Et c'est la faute à qui? Écoutez, j'arrive. Ah, oui, mais ils n'ont pas reçu de formation, c'est à qui la faute? C'est la faute à l'armée, à la direction de l'armée. D'accord. Voilà, parce que, voilà, il était lorsque vous intégrez des gens comme ça, qui ont vécu toute leur vie dans la forêt, ou qui ne savent que la manipulation des armes, ne connaissent pas les ABC, les fondamentaux de la sécurité militaire, les fondamentaux des techniques militaires, il faut d'abord les former. Et deuxièmement, il y a une partie qui a été bien intégrée, et cette partie qui n'a pas été bien intégrée, qui ne maîtrise pas, est restée fidèle
Ntoumi. Ce qui fait que Ntoumi, quand il est revenu encore pour la deuxième fois, là, le 4 avril, c'est ça, oui. 4 avril 2016, quand il est revenu encore, bien, pourquoi on n'arrive pas à l'arrêter? Mais c'est tout simplement parce que ces gens-là, ces milices-là, qui lui sont restés fidèles, qui sont dans l'armée, constituent des tops. Ils donnent tous les renseignements à Ntoumi, ce qui fait que les forces de l'ordre qui sont derrière Ntoumi pour l'arrêter, afin qu'il soit traduit comme tout citoyen par rapport au crime qu'il a commis, qui pourrait être traduit en justice, eh bien, on n'arrive pas à l'avoir. Mais je pense que au moment où nous parlons, il y a de l'ordre qui est en train d'être fait au niveau des forces de la sécurité, au niveau de l'armée. On est en train d'arrêter quand même des gens qui sont suspectés d'avoir été ces tops, ces informateurs. Mais suspectés, mais sauf qu'il n'y a rien d'établi. C'est-à-dire que quand on voit les gens qu'on arrête aujourd'hui, doucement, ils vont finir par parler, oui. Ils vont finir par nous dire où se trouve. Il existe beaucoup de techniques militaires que moi je ne connais pas sur les civils, moi. Voilà, que je ne connais pas, qui leur feront parler pour que nous puissions localiser, déterminer où se trouve Ntoumi, qu'il soit arrêté et traduit en justice. Est-ce que ce n'est pas l'armée en fait qui est finalement qu'une armée des généraux, puisque il y a autant d'officiers qu'il n'y a peu d'hommes de rang? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le problème, ce n'est pas peut-être pas Ntoumi sur le plan de la formation, peut-être une autre armée qui n'est pas préparée ou qui n'a plus des hommes avec autant de conviction pour faire bien leur boulot? On leur donne pas les moyens, on donne pas les moyens à l'armée. Bon, on peut pas dire que notre armée n'est pas formée, n'est pas spécialisée, n'est pas non. Il y a un problème. Je suis d'accord. Mais non, mais écoutez, vous savez que l'armée la plus sophistiquée, la plus organisée, la première puissance du monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein. Ils ont mis quand même plus de 10 ans pour arrêter Osama Ben Laden. Hein, avec tous les moyens technologiques à leur disposition. Sur un territoire aussi petit. Et donc, l'armée congolaise a été formée sur des techniques classiques. Oui. Mais là, nous sommes dans une guerre bizarre, atypique. Le gars, il est dans la forêt et c'est compliqué pour le. C'est pas non plus l'Amazonie aussi. Ça lui ressemble plus ou moins parce qu'il faut savoir que le Congo détient quand même la deuxième forêt la plus dense après l'Amazonie. Hein. Donc c'est compliqué d'aller rechercher quelqu'un dans la forêt. Il n'a pas de tenue. Parfois il prend les tenues de l'armée. Il a des milices qui se confondent avec la population. Et parfois ils habillent même vous entendez tout ce qu'on raconte sur. Voilà. Donc ils sont civils. Après quand ils prennent les tenues de gars de l'armée, ils s'habillent avec ça, on croit que c'est les gars de l'armée alors que c'est eux, donc ils ont brouillé les pistes, c'est vrai que ça devient difficile, il faut encore, voilà, mais je suis convaincu, donc, finalement ça peut prendre, c'est un gros caillou, bien sûr. Enfin, le président a dit c'est un petit, mais là vous dites avec nous que c'est un gros caillou. Ben, le président c'est un ancien militaire, hein, c'est un général, hein. Tout à fait. C'est un général, donc lui, avec ses techniques qu'il a en lui, il peut minimiser les choses, mais nous on est des civils, donc on voit les choses avec un autre regard. Voilà. Donc moi je pense que c'est un problème, et qu'il faudra résoudre, ça peut prendre tout le temps que ça prendra, mais il finira par être arrêté et traduit en justice. Voilà, en attendant qu'on arrête Ntoumi Patrick Karimodjo, on va finir toujours avec l'armée, son actualité. Un bataillon de l'armée congolaise, de la police congolaise, installé en Centrafrique, 600 hommes ont été renvoyés à Brazzaville pour viol, vol et, je dirais, acte de banditisme. Est-ce que vous condamnez, vous comprenez, vous vous dites que c'est encore un coup contre Denis Sassou Nguesso? Vous savez, il y a l'année dernière, des militaires bataillons français ont été aussi arrêtés là-bas, au Centrafrique, et ont été accusés aussi de viol sur les mineurs, sur les femmes, etc. Quelques hommes qui n'ont pas été renvoyés tel qu'on l'a fait. Le traitement, cela peut se comprendre. Hein. Oui. Le traitement était différencié tout simplement parce que quand il s'agit des Occidentaux, il s'agit des Occidentaux, oui. Le traitement de l'ONU est différencié. Quand il s'agit des Africains, le traitement de l'ONU est aussi différent. Donc c'est pour dire que moi, tant que je n'ai pas toutes les preuves nécessaires qui montrent qu'effectivement il y a eu des viols de la part des militaires congolais au Centrafrique, alors que vous savez très bien le travail louable qu'ils ont fait depuis des années et des années. C'est le premier bataillon, c'est la première armée qui a accepté d'aller sur le terrain. Voilà, pour la MINUSCA. Donc ils ont fait un bon travail, mais dans toute armée, dans tout corps
de métier. Il existe Enfin, toujours là, les brebis galeuses. Les brebis galeuses, notamment pour le Congo, il y a 600 en fait. 600, j'en sais rien. Bon, c'est ce qu'ils disent. Alors, vous savez, quand il s'agit de l'armée, des armées africaines, oui, les Occidentaux, ils gonflent toujours les chiffres. Hein. Enfin, le général Bala Keïta qui est là, c'est pas non plus un occidental. Hein. Celui qui commande aujourd'hui les forces onusiennes en Centrafrique, c'est pas non plus un occidental. Donc, ils ont été renvoyés, ils seront traduits en justice certainement. Mais les premiers n'ont jamais été, puisque c'est pour la deuxième fois en fait que les bataillons congolais est mis en cause. Le premier bataillon avait été renvoyé toujours à Brazzaville, quasiment pour les mêmes faits. Et là aussi, on reproche les mêmes faits: indiscipline, vol, viol, acte de banditisme, je dirais trafic de carburant et tout ça. Cela honore peu notre armée, même si on reconnaît le travail qu'il a fait en Centrafrique, puisque les Congolais étaient les premiers à débarquer. Tous ces différents chefs d'accusation sont également, on les reconnaît également dans les autres corps d'armée, hein, mais seulement c'est peut-être pas de façon massive comme vous dites 600 personnes, mais on les reconnaît aussi dans les autres corps d'armée aussi. Il y a toujours, je dis qu'il y a toujours des brebis galeuses dans tout corps de métier. Donc nous n'avons pas une armée parfaite. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques dérapages, c'est comme dans une guerre. Hein. Il y a toujours des balles perdues, il y a toujours des... Voilà. Donc il peut y avoir quelques brebis galeuses dans notre armée, mais attention, on ne peut pas dire que notre armée n'est que caractérisée par ces choses-là. Non, notre armée a fait du très bon boulot. Hélas, il y a eu quelques brebis galeuses, on les a renvoyées, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir aussi, ces mêmes choses aussi ont été reprochées à l'armée française. On aurait du mal à terminer avec vous, sans évoquer en fait, la dernière sortie de Madame Gisèle Ambiero, qui est la patronne du CHU. Alors, le CHU, on a vu des reportages, alors que le président de la République a mis énormément d'argent. Rappelez-vous, en 2012, il y a eu ici à Paris, en fait, un colloque sur la santé, organisé par SDA, on a vu des médecins aller au Congo, le président de la République avait annoncé des hôpitaux en construction, aujourd'hui, ils sont toujours... Il y en a un quasiment dans chaque département. Alors on se retrouve en fait avec le plus grand centre hospitalier du Congo qui n'a pas de matériel, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de matériel pour, je dirais, stériliser. Il n'y a plus d'opération, il n'y a plus rien en fait. Comment peut-on comprendre? Est-ce que là aussi c'est un échec? C'est l'échec d'un homme, Denis Sassou Nguesso, ou bien vous dites c'est pas sa faute, lui il donne l'argent, mais sauf que c'est les autres qui ne font rien et il n'y a aucune sanction. Je pense que le problème, je suis d'accord avec l'attitude, avec le comportement, avec l'action menée par Madame Gisèle Ambiero, qui est une amie. Sauf que je connais. Elle a reçu peu de soutien. Il y a peu de gens, notamment, qui sont levés pour la soutenir, puisqu'elle a évoqué quand même de la mafia, des groupes mafieux qui sont... Vous savez, que ce soit au Congo, que ce soit en France, quand vous dénoncez la mafia, quand vous dénoncez l'incompétence, et qu'il y a des gens qui vivent derrière cette mafia, derrière cette incompétence, vous ne pouvez pas être applaudi, hein. Donc il est tout à fait normal qu'il puisse pas avoir beaucoup de... Mais son objectif est louable. Attirer l'attention de son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur le CHU, c'est une très bonne chose. Moi, je pense que le problème du CHU, comme elle l'a dit aussi, je la soutiens, c'est un problème de gestion. C'est un problème de manque de moyens. Comment on manque de moyens? On a eu une année de la santé, on a je dis deux choses. Oui. Monsieur Sir Makosso. Allez-y. Je dis deux choses. Je dis, c'est un problème de gestion et c'est un problème de manque de moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut créer une combinaison, une dialectique entre les deux. C'est-à-dire que on peut allouer des moyens au CHU. Le CHU n'est pas né d'hier, hein, avec Madame Gisèle Ambiero, depuis longtemps, hein, qu'elle était mise en place, le CHU. Oui. Bien, on peut allouer des moyens. Son Excellence, le Président de la République, peut allouer des moyens et il l'a toujours fait au CHU. Mais arrivé au CHU, il y a un problème manifeste qui est connu de tous, c'est un problème de gestion financière. Donc, et quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Voilà, ça veut dire que les hommes qui sont là, en fait, ils sont incapables de gérer, sauf que le Président, comme c'est lui qui décide de tout, il ne prend aucune sanction. Moi, je dis ceci. Le Président de la République n'a rien à voir là-dedans. Mais pour vous rabonner tout sur le président. Aujourd'hui, Madame Ambiero n'a pas parlé à son ministre, hein, elle a parlé directement au président de la République. Donc ça signifie que c'est lui qui a la main sur la situation du CHU, c'est lui qui peut apporter la solution nécessaire aujourd'hui. Si Madame Ambiero est arrivée là, c'est tout simplement parce que je pense, sans avoir discuté avec elle, je pense, parce que je la connais, c'est une femme très compétente. Très compétente, hein, je vous dis bien. C'est une amie, en Afrique ensemble, je la connais, très intelligente, très compétente. Si elle est arrivée là, c'est parce qu'elle pense qu'elle n'a pas été entendue suffisamment par son ministre de tutelle. Elle n'a pas été entendue suffisamment au niveau du gouvernement. Et elle a pensé que trop c'est trop, il faut que je frappe fort. Donc je vois directement le premier Congolais, qui est son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso. Je reviens encore. Le président de la République a déjà donné, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois, les moyens financiers
pour que le CHU soit un CHU moderne, opérationnel, efficace. Et je vous dis les yeux dans les yeux, c'est un problème de gestion financière. Est-ce que finalement... Et quand j'ai dit ça, oui, j'ai tout dit et tous les Congolais m'ont compris. Voilà, les Congolais ont compris, moi très peu, puisque je vous poserai la question pour terminer. Est-ce que le procureur Okongakala ne devrait pas ouvrir une enquête par rapport à cette situation? Ah, ça c'est une très bonne question par contre. C'est une très bonne question. Monsieur Cyr, je pense que tous les problèmes ne doivent pas être résolus sur la scène juridique. Ah bon? Hein? C'est quand même surprenant dans un pays de droit que la justice ne puisse pas apporter les solutions nécessaires. C'est beaucoup plus. Le problème du CHU est beaucoup plus complexe que cela. Donc par rapport à cette complexité, le droit on peut mettre de côté. Non, on va ranger ça en boca comme on dit. Non, je ne dis pas ça. Oui. Je ne dis pas ça. Mais je pense que rien que le règlement intérieur, les principes d'organisation du CHU peuvent permettre de résoudre ce problème-là avant qu'on en arrive à saisir la justice quand même. Voilà. Mettons, si on n'arrive pas, si on pense qu'on a utilisé tous les instruments, vous avez dit que ça fait des années que la situation est quasiment bloquée. Madame Ambir aujourd'hui a toutes les cartes dans ses mains. Ouais. Si elle estime que sur le plan interne, sur le plan du règlement intérieur du CHU, sur les principes organisationnels et fonctionnels du CHU, on ne peut pas trouver de solution vis-à-vis de cette incompétence, de cette mauvaise gestion financière, et qu'il faut saisir la justice, c'est elle de le faire. Patrick Gabriel Dion, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'entretien du jour. Je recevais M. Patrick Gabriel Dion, qui est le patron de la fédération PCT France. Merci à vous, de plus en plus nombreux. Merci surtout aux hommes qui ont permis la réalisation. Je pense à mon ami Bedel Baouna. Merci surtout à Noko Komongakoso, à qui nous faisons un grand coucou. Portez-vous bien, passez un très bel été. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.